Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Redevenir Soi. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un témoignage inspirant. C'est une série du podcast, c'est une série dans la série finalement, du podcast qu'on avait déjà fait avec d'autres intervenantes. Et aujourd'hui, on est avec Enlia. Alors, Enlia, est-ce que tu veux te présenter ? Oui, alors déjà bonjour à ceux qui nous écoutent. Moi, c'est Enlia. Du coup, je suis sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. J'ai un compte que j'espère inspirant. Donc, je propose des contenus mode et aussi des contenus relatifs à la féminité, des sujets tabous. Voilà, ça fait déjà 1 an et demi presque que je suis un coaching avec Déborah. Et donc, on va en parler aujourd'hui parce que ça a du coup transformé ma vie personnelle et professionnelle. Ouh là là, attention, c'est du lourd. C'est vrai qu'on a commencé du coup, est-ce que tu te souviens de la date ou pas ? La date exacte, non, mais je crois me souvenir que c'était en avril 2019 du coup. Ouais, c'est ça. Et puis tu as enchaîné 2 coachings, du coup le coaching Redevenir Soi et le coaching Inspirante. Mais là, ça fait déjà 2 ou 3 mois qu'on a fini le coaching, je sais plus. Ça fait 1 mois et demi, 2 mois. Ouais, voilà, c'est ça, 2 mois. On va évidemment parler de ça, mais pas que. Je veux vraiment une vision globale de qui elle est et son histoire. Si tu devais donner 3 mots qui pourraient te décrire à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu dirais ? Sensible, créative, entière. Sensible, créative, entière. Je suis plutôt d'accord. On va remonter et te demander, c'est quoi le type d'enfance que tu as eu ? C'est quoi les éléments, les moments marquants de ton enfance ? Déjà, je suis la dernière. Donc, j'ai un frère et 3 sœurs. Et du coup, j'étais un petit peu la petite protégée de la famille, un petit peu chouchou, surtout de mon papa. Et en fait, j'ai eu une enfance plutôt, je trouve, agréable, dans le sens où je me sentais bien entourée, en tout cas par la fratrie. Et au niveau en fait de la personnalité, je me trouvais plutôt une enfant. Alors, j'étais assez paradoxale parce que j'étais dans la vie sociale très timide et réservée. Surtout par rapport aux adultes. Et donc aux autres enfants, ça dépendait, mais j'étais pas non plus hyper expansive. Mais en même temps, quand j'étais dans mon cocon familial ou auprès de mes copines, j'étais 2 fois plus énergique que la moyenne. Donc, les extrêmes. Voilà. Donc j'étais vraiment une enfant, on va dire, qui aimait beaucoup déjà danser, jouer, courir, plein d'activités qui étaient plutôt stimulantes, mais en même temps, dans le cadre scolaire, j'arrivais pas trop à exprimer cette personnalité-là. Donc j'étais hyper réservée, hyper timide, hyper calme. Donc c'était un petit peu paradoxal parce que finalement, mes parents, vu que c'était plutôt avec la fratrie que j'étais comme ça, ils me voyaient plutôt calme. Mais la fratrie, ils savaient que j'étais plutôt... Enfin, surtout ma sœur, qui est la plus proche, elle savait que j'étais faux folle. Donc voilà. Donc c'est maintenant avec du recul que je me rends compte que j'avais ces 2 côtés-là. Moi, là où ça m'a marqué au niveau de l'enfance, c'est plutôt à partir du moment où j'ai commencé à exprimer ma créativité via la danse. Quand j'ai su que, quand j'ai commencé à danser, c'est là où j'ai pu vraiment exprimer une partie de ma personnalité ailleurs que dans le cocon, puisque là, il y avait du coup un groupe, et donc c'était vraiment, j'étais dans un groupe, quoi. J'étais intégrée, en plus j'étais avec ma sœur aussi, et puis c'est là où j'ai pu aussi savoir que j'avais un talent en fait. Donc ça m'a donné confiance en moi. J'ai su aussi commencer, vu que j'ai dansé à partir de 10 ans, mais jusqu'à mes 18 ans, j'ai évolué parce que ça m'a appris aussi ma féminité, mon rapport à moi. Enfin, ça m'a accompagnée en fait dans mon évolution. La danse, vraiment beaucoup. C'est sûr. Donc, trop bien. Donc voilà, ça m'a marqué vraiment. Après, j'ai arrêté, mais voilà, pour le côté enfant, c'était plutôt ça. Et tu dirais que c'est... Parce que, évidemment, avant de prendre un coaching, tu as quelques problématiques qui sont arrivées. On n'en prend pas si tout va très très bien dans ta vie. Bien sûr. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que toi, tu es venue dans la transition entre l'ancien modèle et le nouveau modèle haut de gamme. Genre, il y a eu 2 personnes dans la transition et tu fais partie de ces personnes-là. Avec quelles problématiques t'es arrivée et surtout, par rapport à ton histoire, quand sont arrivées ces problématiques-là dans ta vie ? Alors en fait, là où j'ai commencé à ne plus être, on va dire, je me sentais plus bien en fait. Quand j'ai commencé à devenir une adulte, on va dire, quand je devais me sauter dans le bain, on va dire, du monde adulte. Donc il faut savoir en fait que
c'était assez compliqué parce que moi, je suis d'origine comorienne. J'ai la double culture, donc on va dire Comores, France. Je suis musulmane, je porte le voile. J'ai évolué en fait dans des études supérieures. Donc j'ai vraiment évolué dans plein de milieux sociaux, culturels, différents. Et c'était super dur en fait à l'âge adulte de commencer à comprendre quelles étaient mes vraies identités, enfin mon identité en tant que telle, sachant que toutes ces identités elles m'appartiennent, mais en fait je ne peux pas correspondre à toutes les attentes d'une identité complète et figée. Une française ça n'existe pas, une comorienne ça n'existe pas, il n'y a pas une identité fixe en fait, ou une musulmane, ou une femme qui porte le voile. Donc c'était assez compliqué pour moi de faire des choix, sachant que je savais que chaque choix allait avoir des conséquences personnelles et professionnelles assez fortes en fait. Que ce soit mon choix de garder le voile pendant ma recherche d'emploi, que ce soit le choix finalement de rester ou pas dans le foyer familial même si je n'étais pas mariée, que ce soit le choix par exemple de me marier avec une personne d'origine comorienne ou pas, enfin tous ces choix-là, ou même de me marier tout court, tous ces choix-là, en fait, c'était hyper compliqué dès que j'avais commencé à avoir la vingtaine. Parce que je commençais à avoir les pressions et de l'école. Il faut commencer à trouver un stage, il faut commencer à trouver un emploi, etc. Et de mes parents, il faut commencer à trouver un mari, il faut commencer à avoir un emploi aussi dès la fin de tes études. De la société, tu as 25 ans, ça y est, il faut commencer à avoir ton appart, il faut commencer à... Voilà, j'étais là, oh mon Dieu, c'est trop là. C'est trop là, c'est trop. Sachant qu'en fait, pour revenir au côté enfance, moi maintenant avec du recul, je sais que je suis plutôt même hypersensible. J'ai parlé de sensibilité, mais je pense vraiment que je suis hypersensible. Donc en fait, ces pressions-là, je les supportais très très mal parce qu'en fait, tous ces choix-là étaient... je prenais à cœur vraiment de faire le bon choix pour que ce soit vraiment aligné à ce que je suis, mais je ne savais pas qui j'étais. Et en même temps, vu que je suis hypersensible, et en fait, toutes ces émotions que je ressentais, je ne pouvais pas les digérer en fait. J'arrivais pas, c'était trop fort, je ressentais trop fort. Et du coup, je commençais déjà à avoir des instabilités émotionnelles vraiment assez fortes. Que ce soit des phases d'excitation, même de surstimulation par rapport à, par exemple, un projet que je pouvais avoir même dans le cadre de l'école ou des trucs comme ça qui étaient professionnels, qui me tenaient à cœur. Je pouvais être à fond dedans, faire des projets à côté humanitaire et tout. J'étais à fond, je faisais plein d'activités avec des associations et tout parce que ça me prenait à cœur. Donc je faisais tout pour donner de l'énergie sur des choses qui me tenaient à cœur. Et puis dès que j'ai rentré chez moi, j'étais dans l'effondrement total. Ça n'allait pas. Émotionnellement, je me sentais oppressée, je me sentais stressée. Parfois, j'arrivais même pas à me mettre le doigt dessus. Mais en même temps, je continuais à vouloir faire des choses à côté parce que ça me donnait envie. Je voulais inspirer des gens, mais en même temps, j'étais même pas inspirée moi-même. Enfin, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Et la belle conclusion, quoi, ça n'allait pas. Ah ouais. Donc voilà. Et bon, pour vraiment parler du point où ça a été le plus compliqué, c'était le choix décisif, c'était de me marier. Pour certaines personnes, ça va pas leur paraître un enjeu aussi important dans leur vie, mais en fait, si, parce que quand il y a la double culture et que le mariage a une signification particulièrement importante dans la culture d'origine, donc dans la culture familiale, et que pour toi, dans la culture où tu as baigné, entre guillemets, en France, c'est pas forcément un passage décisif, mais ça en fait partie. Mais voilà, tu te dis, ça sera au moment où je serai prête, ou ce sera avec la personne avec qui j'aurai un feeling, etc. Alors que ta famille, elle a une attente particulière par rapport à toi, par rapport à la famille, par rapport à l'héritage familial, par rapport à l'héritage culturel. Tu te dis, oh my God. Donc ce passage-là, ce sera le choix décisif. C'est là où je vais exprimer à mes parents, à moi-même, ce sera un choix décisif par rapport à mon futur, par rapport à mon... Je sais pas, en fait, ça sera un choix décisif par rapport à moi. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je suis ce que mes parents voudraient, c'est-à-dire d'avoir un prétendant qui correspond à leurs critères, etc., même si ça ne me correspondait pas totalement, ou je prends quelqu'un qui me correspond, quitte à être marginalisée après, ou décevoir mes parents, quelque chose que je voulais absolument surtout pas. C'était super compliqué. Et c'était le moment où justement je commençais à voir qu'il y avait quelqu'un qui correspondait à mes attentes et qui n'était pas comme rien. Donc là, ça a été le gros moment où c'était le plus dur. Vraiment. Exactement. Mais du coup, si je me souviens bien, ça faisait déjà un moment que tu étais mariée, non, avant de commencer ? Ça faisait quoi, 1 an ? Non, ça faisait même pas 1 an, ça faisait genre 6-7 mois. Donc il y a le
le avant-mariage, il y a le pendant-mariage et il y a le après-mariage, quoi. C'est ça. À gérer, ouais. Et tu dirais que dans cette période-là, justement, avant de rejoindre le premier coaching, c'était quoi, on va dire, tes 3 plus grandes peurs? Mes 3 plus grandes peurs, en fait, j'avais peur de ne pas survivre au niveau de la santé mentale, dans le sens où j'avais peur de m'effondrer. Vraiment, j'avais peur que j'arriverais pas à me relever, mais limite physiquement. Parce que je me retrouvais dans un état où le stress prenait tellement une ampleur importante que j'arrivais pas à fonctionner normalement dans ma vie quotidienne. Donc ça, c'était déjà une peur. La deuxième peur, c'était d'être séparée à vie, entre guillemets, de mes parents. Voilà, j'avais peur que en fait, finalement, ça ait créé une rupture définitive et que j'arrivais plus du tout à recontacter ou renouer avec eux. Et puis la troisième peur, c'était d'ordre personnel et professionnel. C'était vraiment, est-ce que je vais réussir ma vie? C'est un peu large de dire ça comme ça, mais est-ce que je vais réussir à trouver exactement, justement, ce qui est pour moi la réussite? C'est ça. Heureusement qu'on en a dit que 3 du coup. C'est ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la période d'avant la première session, toutes ces choses-là que tu sembles important de mentionner? Je sais pas. En fait, ça s'est pas fait d'un coup de prendre la décision de se faire accompagner. Ça, je pense que c'est important de le souligner parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont dans cet état-là en ce moment et qui se disent « bon, moi, je me vois pas forcément sauter le pas, ça me fait peur, etc. » En fait, je vais pas donner des conseils pour le faire, mais c'est juste pour expliquer comment ça s'est passé dans ma tête. Moi, pendant l'année, en fait, où ça a été compliqué parce que je voulais faire le choix de me marier, il faut savoir que cette année-là, ça a été l'année vraiment qui m'a vraiment amenée dans un état de dépression plutôt accentué. J'étais déjà 2 années précédentes plutôt dans un état de dépression, mais là, la pression était tellement forte parce que j'avais exprimé cette envie de me marier avec cette personne-là. Donc, les pressions étaient beaucoup plus fortes, la résistance était plus forte, les conflits étaient plus forts. Enfin, c'était là où je sentais que, waouh, c'était soit je tiens, soit je m'écroule. Donc, ça a été pendant 1 année comme ça. Et en fait, c'est là où j'ai pris conscience qu'il fallait que je me fasse accompagner parce que toute seule, j'y arrivais pas. Mes stratégies d'essayer de faire des projets à côté, à l'extérieur, de lancer... Parce que j'avais commencé déjà sur Instagram à lancer des produits, etc. Enfin, après les études, des choses comme ça qui pouvaient me stimuler, ça ne suffisait pas et que j'arrivais plus du tout à continuer. Donc, c'est là où je commençais à prendre conscience qu'il fallait peut-être me faire accompagner. Je commençais à émettre l'idée de me faire accompagner par un psychologue. Donc, j'ai attendu des mois avant de sauter le pas. Mais je l'ai fait. Donc déjà, ce premier pas-là m'a aidé déjà à me familiariser avec le milieu professionnel de la santé, par rapport à la santé mentale, etc. On n'a pas travaillé sur toute la profondeur de mes problématiques, mais rien que la problématique ponctuelle du mariage, ça m'a aidé en fait quand on a en parlé, de me libérer la parole sur ce sujet-là. Et puis en fait, au fur et à mesure, quand j'ai vraiment, du coup, j'ai décidé de me marier, mais du coup, il y a eu des conditions qui ont fait que ça m'a aidé, parce qu'il y a eu quand même la bénédiction de mes parents et tout, voilà. Mais quand je l'ai fait, ça n'allait pas non plus. Même quand j'étais après le mariage, c'était pas non plus ça y est, c'est bon, c'est libéré. Mais bien sûr que non, en fait. Il y a encore des problématiques à régler et puis tout n'est pas aligné en fait à ce que tu voulais non plus parce que tu aurais voulu moi je voulais un mariage qui aurait été beaucoup plus apprécié, on va dire ou voilà quoi. Mais bref, donc c'est là où je me suis rendu compte qu'il y a encore des problématiques et j'ai vu que ça avait des répercussions aussi dans mon couple. Parce que je voulais pas en fait aussi que mon mari il soit mon psychologue, c'est pas son rôle. Donc je me dis ce serait dommage de gâcher notre relation de couple si je me fais pas accompagner. Et c'est ça en fait petit à petit qui m'a fait dire faut que je me fasse accompagner. Et c'est après en fait je me souvenais que j'avais déjà regardé des vidéos de toi, etc. Que avec le temps ça a travaillé. Au début je commençais à chercher des coachs qui étaient que dans les personnes hypersensibles ou des personnes qui avaient cette particularité. Mais en fait, au final, je me suis dit, en fait, je la sens qu'elle est alignée en fait, aussi à ma façon de fonctionner. Donc, ouais, pourquoi pas. Même si la problématique, tu ne l'as pas exprimée comme ça, mais je me suis dit, pourquoi pas parce que Je trouve que c'est vraiment bien que tu soulignes ça parce que déjà, commencer, là surtout avec les coachings aujourd'hui, comme tu l'as vu dans Inspirante, commencer avec un coaching et que c'est genre ton premier investissement et que c'est ton premier accompagnement, pour beaucoup de personnes, c'est trop rapide en fait. Pour beaucoup de personnes, elles ont juste besoin de commencer d'abord à libérer leurs paroles ou d'aller même dans des groupes de paroles, d'aller à des événements et seulement petit à petit voir que ok, là je suis ok de m'investir dans un truc différent et peut-être un peu plus intensif. Et vous avez toutes, là je m'adresse plutôt aux personnes qui écoutent le podcast, mais vous avez toutes votre rythme. Et de toute façon, je suis persuadée que de se lancer dans un truc alors que c'est pas le bon moment, vous allez pas en profiter comme si c'était le bon moment.
Mais du coup, on va passer au premier appel en session stratégique. Je t'avoue ne pas m'en souvenir sur le bout des doigts. Mais moi, je veux bien savoir qu'est-ce qui t'a traversé pendant l'appel. Est-ce que t'as eu des peurs au moment de passer le cap? Ou est-ce que ça a été totalement fluide? Comment tu t'es sentie? Tout ça, tout ça. Alors, je sais pas, vu que tu t'en souviens pas, mais le premier appel, j'avais super mal au ventre. Donc, on avait refait, je crois, ou tu m'avais rappelé après. Comme par hasard. Bon, déjà, je me rappelle que j'étais pas dans un état physique, le premier appel, j'étais pas dans un état physique optimal, mais après, tu l'as reconduit. Donc, donc déjà, ça m'a rassurée parce que quand je t'ai exprimé en fait, j'ai trop mal au ventre et tout, est-ce qu'on peut le refaire? Donc, tu m'as dit, il n'y a pas de souci et tout. Ça m'a rassurée parce que je me suis dit, bon, au moins, on n'est pas dans un rapport où vraiment, faut performer, faut être, voilà, faut le faire maintenant, t'es pas motivé ou, tu m'as pas, voilà, tu m'as accepté tel que j'étais et puis, ça m'a rassurée, voilà, tout simplement. Et donc, en fait, du coup, à ce deuxième appel, j'avais un peu peur, oui, parce que c'était la première fois que je me lançais dans un coaching. Moi, je suis quelqu'un de très observatrice, donc je savais un peu comment aussi tu parlais, etc. Même si tu n'avais jamais fait ça sur YouTube, mais voilà, je voyais à peu près ta personnalité, donc voilà, je savais aussi à peu près comment t'étais tes énergies, donc c'était pas non plus une nouveauté non plus. Mais ce qui m'a aussi, ce que j'avais apprécié, c'est que tu avais commencé à expliquer en fait vraiment point par point sur quoi on pouvait travailler. Enfin, déjà, tu me posais des questions beaucoup, et donc ça me laissait l'espace d'exprimer vraiment qu'est-ce que j'avais envie, sur quoi j'avais envie de travailler, etc. Donc c'était pour moi rassurant, c'est adapté à mon mode de fonctionnement. C'est bien. Et du coup, je me suis dit, ouais, j'ai envie de le faire. Et j'en avais discuté avec mon mari et c'était là, let's go, on y va. Oh, trop bien, trop bien. Trop cool. Justement, comment tu définirais tes premières semaines si tu devais te mettre une des premières choses que tu as comprises? Enfin, évidemment, tu en as compris peut-être des petites, mais on va dire la vraie grosse première chose que tu as comprise sur toi, c'était quoi? Alors, je crois que dans les premiers exercices, c'était par rapport aux pensées que j'avais souvent dans la journée, etc. Il fallait que je les écrive. Et après ces pensées-là, il fallait qu'on voit à peu près les valeurs que j'avais derrière ces pensées, ou les pensées limitantes, mais aussi les valeurs que j'avais derrière les pensées que j'avais au quotidien. Et en fait, c'est quand tu m'as commencé à... Je sais plus, je me rappelle de cet exercice, je me rappelle plus exactement, parce qu'il y avait des lettres que tu avais mis. Genre, tu avais mis les valeurs... Oui, TVE, TVM. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, voilà. Il y a encore cet exercice. Extérieur. C'est là où j'ai commencé à comprendre un peu le mode de fonctionnement, en fait, que j'avais interne. Et c'est là où ça a commencé à avoir un certain déclic. Même si c'était pas du tout la fin du travail. Ah oui. C'était que le début. Mais en fait, c'est là où j'ai commencé à mettre le doigt sur le fait que, effectivement, il y avait des choses que je comprenais pas forcément de moi-même et que c'était hyper important de me pencher sur ces pensées que j'avais et sur mes valeurs. Et donc, du coup, après, plus en profondeur sur mon identité, etc. Et c'est ces premiers exercices qui m'ont permis de mettre le doigt, en fait. Et ça avait commencé directement à accélérer un peu le processus. Ces exercices-là, de mettre le doigt sur mes valeurs, de commencer à justement avoir des valeurs qui affirmaient une partie de ma personnalité, de les affirmer, de les accepter, de les honorer, etc. Que j'ai commencé à apprécier, en fait, qui j'étais. Je commençais le tout début, donc c'était un petit début, mais c'était un vrai début quand même. Je sais pas comment expliquer. Ouais, totalement. Court, mais... Donc, trop bien. Donc ça, c'est un de tes premiers déclics. Moi, je veux bien savoir avec quoi t'es ressortie. Je veux dire, si tu devais mettre 3 choses avec lesquelles t'es ressortie, ce serait quoi? Alors, premier coaching, c'était grosse chose qui est ressortie, c'était déjà, je ne contrôle pas les sentiments, les émotions, les personnalités des autres. Que ce soit des personnes loin ou des personnes très très proches. Donc ça a été une grande libération. Parce que tu te dis, finalement, tu lâches prise. Donc tu ne contrôles pas ça, donc tu ne focalises pas tes pensées et tes émotions sur d'autres personnes et tu les laisses même pas influencer tes émotions ou tes pensées. Même s'il y a forcément une influence un petit peu, mais ce n'est pas qui va déterminer ou contrôler tes émotions et tes pensées. Donc c'est franchement un grand déclic qui est ressorti de ce coaching-là. Après, vis-à-vis de moi-même, c'est par rapport au travail de l'identité et des valeurs. En fait, pour moi, ce coaching-là, il t'aide à le faire tout au long de ta vie, en fait. C'est pas quelque chose qui va te déterminer qui t'es pour toute ta vie, mais c'est qui va te donner les outils pour le faire toute ta vie. Et ça, franchement, je trouve que c'est extraordinaire parce que, en fait, c'est... non, sérieusement, parce que, en fait, tu te dis que t'as
tu as un outil à vie pour toi-même qui va t'aider à chaque fois à ajuster, aiguiller tes décisions, tes choix, selon tes valeurs hautes, selon qui t'es, selon tes émotions du moment, etc. Donc franchement, pour moi, ça a été aussi vraiment déterminant. Jusqu'à aujourd'hui, c'est déterminant. Voilà. Et la troisième chose, en fait, ça m'a aussi donné envie de continuer le travail en accompagnement. Donc ça aussi, ça c'est quelque chose aussi d'important parce que tu te dis, quand tu fais, en tout cas pour moi, quand tu fais un coaching, tu te dis, en fait, il y a des choses en fait sur lesquelles, ce serait tellement plus rapide et plus simple si les personnes, elles t'aident à te poser ces questions-là. Non mais de ouf. Parce que tu n'as pas forcément le temps et l'énergie tout le temps de te poser ces questions-là. Et il y a des circonstances dans ta vie où tu n'as même pas le luxe d'avoir le temps de le faire. Surtout si tu as une vie familiale ou d'autres choses qui font que tu n'as pas ce luxe-là. Donc si des personnes t'aiguillent à te dire « Attends, là, tu sais que… » Enfin, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ? Pourquoi tu as fait ce choix-là ? Tu dis « Ah ouais, en fait, tu prends du recul sur des choses que tu n'avais pas forcément le temps de voir. » Donc franchement, ça aussi, ça a été un déclic. Me dire « Fais-toi accompagner quand tu en as besoin. » Un des trucs sur lesquels tu as été particulièrement bonne, et c'est marrant parce que c'est une des choses avec lesquelles tu ressors, tu dis sur avoir les outils pour les réutiliser constamment. Un des trucs qui en général est compliqué, c'est une fois que tu as les outils, de vraiment les utiliser en fait. Alors quand tu es dans le coaching, tu es obligé de les utiliser parce qu'en fait tu as des comptes à rendre à ta coach au final, genre fais tes exos et tout, tu vois. Mais quand tu es à l'extérieur, et je t'ai vu plusieurs fois, et moi être assez impressionnée que tu avais tu vivais des circonstances en dehors de ce qu'on aurait pu parler pendant le coaching, et tu utilises les outils, mais je trouve que tu le fais trop bien en fait. Tu prends ton papier, là je vais devoir avoir un entretien, ou là je vais devoir avoir ça, et je fais ça, là je dois prendre une décision, et j'hésite comment je peux prendre la décision en me respectant, en étant alignée. Donc voilà, ça c'est plus pour… bravo. Donc trop bien. Du coup, tu as ressorti du premier coaching. C'est quoi ce que tu avais envie de régler pour le second ? Dans le second, en fait, je sentais que j'avais assez d'énergie, d'outils pour pouvoir travailler. Donc, un aspect qui était essentiel pour moi, c'est le professionnel. Parce que pour moi, en fait, je mets un sens au professionnel qui va plus loin que de travailler quelque part. C'est vraiment d'accomplir ma mission de vie. Parce que le professionnel, finalement, on est dans une société où c'est le professionnel qui prend beaucoup de temps dans ta vie. Donc, c'est là où je voulais vraiment appliquer le plus de ma mission de vie, dans le professionnel. Et du coup, c'est là où je voulais travailler avec toi parce que tu avais proposé, du coup, à ce moment-là, c'était le début, coaching en business. Et dans ton coaching tel que tu me l'as présenté, c'était pour des personnes comme moi, en fait. Tu avais dit que c'était exactement mon profil. Donc, des filles qui ont déjà travaillé en profondeur sur des aspects identitaires, etc., émotionnels, mais qui veulent passer au niveau supérieur et qui ont encore des blocages, en fait, au niveau professionnel, qui n'arrivent pas à s'estimer à leur valeur et qui s'auto-sabotent, etc., sur leur projet professionnel. Donc j'étais là, ok, c'est bon, on y va. C'est moi. Non mais c'est totalement ça. Tu l'as trop bien résumé. Ah, trop bien. Ok, et toi c'était quoi tes objectifs en rentrant dans le second ? Donc le second, inspiré, inspirante. Ah justement, c'est là où tu m'as aidée, c'est que j'avais pas forcément des vrais objectifs clairs. Moi, ce que je voulais, c'était juste… je savais pas trop, hein. Moi, c'était juste… être épanouie professionnellement, mais ça veut tout et rien dire. Donc en fait, c'est là où on a commencé à clarifier un petit peu. Alors bien sûr, il faut que je précise, moi j'ai quand même un projet plus précis que épanouissement. C'est juste que, je suis sur les réseaux sociaux, donc je voulais continuer à proposer des contenus sur les réseaux sociaux, inspirants, parce que j'ai une communauté… majoritairement en plus qui me ressemblent, des femmes musulmanes, racisées, de France, généralement. Donc je m'étais dit, ouais, j'aimerais bien les aider aussi sur des problématiques sur lesquelles moi aussi j'ai eu un problème, quoi. Mais j'avais pas un objectif très clair et surtout, j'avais pas monétisé ou essayé de voir comment je pouvais capitaliser vraiment pour que ça puisse être un métier, en fait, tout simplement. Parce que, voilà, c'était pas assez suffisant pour moi de collaborer juste avec des marques, etc., quoi. Oui, et puis en plus, il y a toute la partie… est-ce que c'est parce que en tant qu'influenceuse, on est censé collaborer avec des marques ? Est-ce que ça veut dire que c'est ce que j'ai envie de faire réellement, quoi ? Est-ce que j'ai pas envie de le faire d'une manière différente ? Est-ce que j'ai pas envie de créer… Moi, je dis souvent créer un peu ma troisième voie, quoi. Un truc qui me ressemble vraiment, quoi. Je vois aussi, peut-être que tu pourras confirmer, mais pour moi en tout cas ce qui est important dans tous les coachings que je propose, c'est qu'il n'y ait pas un travail que sur le pratico-pratique, qui n'est pas juste un travail genre bon les gars on apprend à faire du marketing et voilà t'écris ces 2 lignes et c'est bon, mais qu'il y ait aussi un travail en parallèle sur
ce qui se passe à l'intérieur, en fait. Parce qu'il y a des fois, on est face à des situations où on est bloqué, en fait. Genre, oui, j'ai fait du travail sur mon estime de moi, mais dans cette situation particulière, je sens que je bloque, je sens que je m'auto-sabote, ou je sens que je me compare, toutes ces choses-là. Comment toi, tu l'as senti? Moi, avec du recul, je pense que c'est plus sur ça qu'on a travaillé que sur le côté stratégie marketing. Parce que, en fait, finalement, c'était pas le point qu'il fallait le plus travailler, à mon sens, pour que j'avance. C'était plus ce côté émotionnel, ces blocages, ces pensées limitantes que je pouvais avoir à certains moments, notamment dans un monde plutôt très compétitif, dans l'influence, etc., où justement cette question identitaire revenait aussi. Qui j'étais, comment j'ai envie de m'exprimer, à qui, comment aussi je me vends auprès des marques, est-ce que j'ai envie de me vendre auprès des marques, voilà, tous ces blocages que je pouvais me poser, qui pouvaient arriver justement quand je me posais ces questions-là. Et que je ressentais plus ou moins avant le coaching et que j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais là on avait pu travailler en profondeur sur ces questions-là et sur les blocages en question. Et c'est ça qui m'a amené finalement à encore plus écouter qui j'étais et à aiguiller mon projet professionnel sur qui j'étais. Et les émotions, les outils justement qui étaient en rapport aux émotions et aux pensées m'ont aidé à recalibrer à 360 en fait mon projet. Même si ça reste dans l'influence, entre guillemets, mais ça n'a rien à voir avec comment j'ai imaginé les choses avant, en fait. Avant, je m'imposais finalement des choses, une conformité que je n'avais pas forcément à m'imposer. Et du coup, voilà, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Oui, c'est vrai que si on fait le point en janvier de quel était ton projet professionnel et qu'on le refait maintenant, mais c'est vrai en fait. J'avais même pas remarqué, mais ça a fait un 360 le truc. Je veux bien que tu me définisses 3 croyances limitantes que tu avais justement dans ce deuxième coaching-là. Donc ça peut être dans ton projet pro ou en lien avec ce qu'il y a à l'intérieur, peu importe. Alors, je me rappelle de la première pensée limitante que j'avais, c'était je suis pas assez bien pour que les marques ou telles, je sais pas, on va dire les marques, veuillent travailler avec moi. Donc c'était, je suis pas assez bien, c'est-à-dire j'ai pas assez d'abonnés, je suis pas assez intéressante, je suis trop différente, que ce soit au niveau de mes contenus, mais aussi au niveau de le fait que je porte le voile, pour être plus concrète. Donc je suis pas assez intéressante pour que les marques s'intéressent à moi, à mon contenu, etc. Il y avait ça, il y avait il y avait aussi, je suis obligée de faire des contenus réguliers de cette façon à ma communauté pour que cette communauté soit engagée, pour qu'elle m'apprécie, etc. Alors que je n'étais pas obligée. Donc ça m'a libérée aussi de me dire qu'en fait, j'avais le droit de venir un jour, de repartir pendant 3 semaines. Si c'était moi comme ça, en fait, ma communauté, c'est la communauté qui accepte qui j'étais, qui sera ma communauté la plus intéressante et pour moi, en fait. Donc voilà. Et après, en fait, il y avait la pensée limitante vis-à-vis de l'argent, en fait. Me dire que je pouvais pas gagner au-delà d'une certaine somme, en fait. Parce que, en fait, je ne savais pas, en fait, c'était les pensées limitantes de l'argent. J'imaginais pas plus, tout simplement. Je me disais que c'était ça que j'allais gagner, maximum. Non, la pas forcément. Quoi. C'est ça ou rien. D'accord, bon, ça sera ça, du coup. Ouais. C'était vraiment la pensée limitante un peu de la société en général, de se dire ça sera un bon salaire, donc t'acceptes ça. Okay. On se rend vraiment compte de comment t'as évolué au fil des mois. À chaque fois, t'as su attirer à toi des opportunités qui te correspondaient de plus en plus et qui au final te respectaient aussi financièrement et toutes ces choses-là de plus en plus. Ça, moi, ça m'impressionne tout le temps. Je trouve que vous avez un meilleur pouvoir que moi là-dessus. Genre, les meufs là que je coach, là, elles prennent plein d'opportunités trop cool. Qu'est-ce que vous faites? Donc, je sais pas, tu l'as ressenti? Ah, mais grave. En plus, franchement, l'astuce, c'est vraiment, quand tu travailles sur toi, et que tu lâches prise, franchement, c'est la deuxième étape. Lâcher prise, ça vient à toi. Mais vraiment, je ne saurais expliquer. Il y a un petit côté mystérieux quand même. Mais je pense qu'aussi, c'est par rapport à tes énergies aussi que tu envoies. Et la manière dont tu réorientes tes contenus font que les gens qui sont alignés vont venir vers toi. Donc, c'est trop ça, totalement. On ressort avec quoi là du coup maintenant ça fait 1 mois et demi, 2 mois. C'était à quel stade? Est-ce que tu veux nous teaser des choses? J'en ai aucune idée, mais voilà, dis-nous t'es à quel stade, où t'en es, toutes ces choses-là. Alors je suis au stade encore d'une autre transition. Donc ça y est, là on fait que des transitions, mais c'est ça, à la fin d'un coaching tu te retrouves avec un autre challenge. Mais ça c'est bien, c'est stimulant. Donc en fait ce qui est bien c'est que déjà je suis dans la certitude que je suis pas obligée d'être dans une conformité au niveau des réseaux sociaux, je suis pas obligée d'être dans une conformité dans mes projets professionnels à venir, quels qu'ils soient. Donc ça c'est déjà une grande libération.
Maintenant, en fait, je suis en train de me réécouter sur certains trucs parce que là, à la fin du coaching, j'en suis venue à la conclusion que j'avais envie de travailler d'humain à humain, d'être plus dans le contact. Donc, d'avoir l'équilibre entre le virtuel et le contact. Donc, déjà, ça, c'est super bien parce que ça me stimule d'avoir cet équilibre-là. Donc, pour teaser, ça va venir via des ateliers de groupes de parole avec des psychologues qui vont travailler sur des sujets, des problématiques avec moi. Ce sera des formations, en fait. Donc, sur des sujets, des problématiques que j'ai vécues ou que beaucoup ma communauté a vécues. Donc, ça va être super. Et là, mon challenge du moment, c'est de savoir, ne pas retomber, en fait, dans cette conformité de me dire il faut que je fasse les ateliers comme ça existe, voilà, parce que c'est comme ça que ça existe, donc je copie. De m'autoriser à avoir une liberté par rapport au format, par rapport au fond, et de m'autoriser aussi à me dire que sur certains moments, peut-être que j'aurais pas envie de le faire, en fait. Mais quand je dis pas envie de le faire, ça veut pas dire je vais pas le faire parce que j'en ai pas envie, tout simplement. C'est que si je vois qu'il y a une limite et que je sens que c'est plus ce qui me stimule, que c'est plus ce qui me donne envie, que c'est pas ce qui est au cœur de mon énergie, de ma zone de génie, en fait, je peux réorienter, je peux refaire autre chose, je peux réinventer, voilà. Et ça aussi, c'est une libération de me dire ça. C'est un challenge parce que je suis en train de me réécouter, mais c'est une libération aussi de me dire ça parce que je me dis, rien n'est figé et il faut que j'écoute cette part de moi qui aime évoluer. Parce que je ne suis pas obligée d'être dans une conformité. C'est un peu le piège un peu de ces milieux professionnels où tout est conformé, etc. Là, je me dis non, je ne suis pas obligée. Donc, c'est mon petit challenge, me dire écoute-toi jusqu'au bout, à chaque étape. Va jusqu'au bout, même si ce n'est pas parfait. Ça aussi, c'est un grand challenge. Là, c'est un grand challenge. Tu y vas, vas-y, tu continues. Il y a aussi ce challenge, parce que j'ai réécouté en plus la vidéo il y a pas si longtemps, tu parlais de la liberté chez les entrepreneurs. Il y a aussi ce côté de dire il y a des sacrifices aussi à avoir, donc à faire. Donc il y aura ce côté où à certains moments il faudra que je le fasse, c'est tout. Mais donne-toi la liberté aussi de savoir pourquoi tu le fais et sur quoi tu as envie de réinvestir pour que ça se fasse mieux après et tout. Enfin, il y a plein de choses aussi de rééquilibrer, de me dire il y a des trucs qu'il va falloir te forcer et d'autres trucs tu n'as pas à te forcer. Et trouver dans quel point j'ai pas à me forcer parce que c'est vraiment pas aligné à mes valeurs, ou si j'ai à me forcer parce qu'au final, à long terme, c'est aligné à mes valeurs. Voilà, donc c'est un peu le challenge du moment. Alors, là, j'aimerais plus que tu me dises, en fait, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, en fait. Genre, en l'IA, dans 1 an, si on devait refaire une interview, tu voudrais être où, 3 ans, 10 ans. Qu'est-ce qu'on te souhaite, quoi? Alors, on me souhaite d'avoir réussi à équilibrer entre aider ma communauté et m'aider moi-même. Que ce soit au niveau personnel, émotionnel, familial, mental, financier. C'est vraiment d'avoir trouvé cet équilibre entre ces 2 missions qui sont importantes, c'est de s'aider et d'aider les autres. Donc vraiment, c'est ce qui me correspondrait le mieux en termes de souhaits. Oh, trop bien. Bon, en tout cas, moi, je te souhaite ça. Je pense que les gens qui écoutent, s'ils sont pas méchants, ils vont souhaiter ça aussi. Non, dégage. Je souhaite pas ça. C'est qui? Ok, trop cool. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que, je sais pas, t'as envie de t'adresser directement à ta communauté ou aux gens qui écoutent? J'en ai aucune idée. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Déjà, s'il y a des filles de ma communauté qui m'écoutent, sachez que vous avez été d'une grande aide dans toute l'évolution personnelle et professionnelle de mon parcours. Peut-être que vous ne le savez pas, mais en fait, votre bienveillance, votre maturité m'a extrêmement aidée, m'a libérée sur énormément de points parce que je me disais, mais en fait, c'est vraiment avec ces femmes-là que j'ai envie de travailler et elles m'acceptaient que je suis et j'adore en fait être en contact avec elles, donc sachez-le. Et que j'espère en fait ce que je vais proposer plus tard va vous aider aussi plus en profondeur sur des problèmes que vous pouvez avoir. Donc ça je l'espère sincèrement et sachez que je travaille vraiment à cœur ouvert en fait sur ces sujets-là et j'essaie d'apporter le meilleur. Après pour ceux qui me connaissent pas, j'espère que cette interview entre guillemets vous a aidé un petit peu à peut-être mettre le doigt sur des choses que vous avez traversées ou que vous traversez en ce moment. Et que ça va vous aider peut-être à avoir le déclic si vous en avez besoin, vous le ressentez, de vous faire accompagner. Et il y a plusieurs façons de se faire accompagner, donc écoutez-vous pour ce qui vous correspond le mieux. Et voilà quoi. Trop bien, ta communauté, il faut qu'elle sache que vous avez même été dans des exos, donc c'est à quel point vous êtes importante finalement dans la vie d'Orlia que vous l'aidez. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui était à ton stade avant le premier ou le deuxième coaching, peu importe, mais à ton stade, mais qui hésiterait à se lancer dans le coaching? Qu'est-ce que tu lui dirais?
En fait, je dirais que si tu hésites, en fait, tu n'as rien à perdre en fait, dans le sens où si tu proposes, si tu fais le pas en juste en faisant un appel en fait, en fait, c'est à ce moment-là, quand tu te poseras des questions, que tu arriveras à mettre le doigt sur les points qui te font hésiter et les points qui te font envie en fait, de faire le coaching. Et dans tous les cas, en fait, ça sera un investissement pour toi, même si c'est juste un seul appel, ça sera un investissement de temps pour toi, pour mieux comprendre en fait ce dont tu as besoin. Donc vraiment, hésiter, c'est déjà une partie d'une décision qui te prouve que ça te marque en fait, que ça te donne envie de savoir. Totalement. Ouais, c'est ça, si t'en as rien à faire, t'hésites pas. Bah oui, grave. Justement, l'appel dont tu parles, si jamais vous voulez le retrouver, c'est sur mon site simplementdeborah.com. Vous prenez une session stratégique, c'est offert. Je veux juste finir en mentionnant du coup tes réseaux sociaux si tu veux les mentionner et que les gens sachent s'abonner, tout ça. On se dira un petit salut à la fin. Donc mon prénom c'est Anlya, A-N-L-Y-A, _Modeste, M-O-D-E-S-T, fashion normal. Donc tout collé, donc voilà, ça c'est, vous allez me retrouver sur Instagram et aussi sur YouTube, Anlya Modeste. Voilà. Trop bien, mais de toute façon je le mettrai dans la barre d'infos vu que c'est un podcast qui sera sur YouTube. Ah oui, donc c'est vrai. Voilà, écoute, merci beaucoup Anlya, je finis toujours ces interviews par dire que je suis très fière de toi. Je le dis pas juste parce que je finis l'interview, mais parce que je le pense sincèrement. Bye.